Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va attaquer l'autorisation et l'authentification, ou les autorisations et l'authentification. On va essayer de définir un petit peu ce que c'est et, euh, et voir comment on peut l'implémenter du coup sur notre serveur. Pour info, ça devait être un live, ça ne l'est pas, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes au réseau aujourd'hui et que du coup ça aurait été très saccadé. Donc j'ai dû annuler le live de tout à l'heure. J'ai commencé, j'ai arrêté en cours. Et donc du coup j'enregistre la vidéo en amont et puis je l'uploaderai a posteriori. Alors d'abord, première chose, c'est que quand vous voulez attaquer une partie sur votre serveur GraphQL avec Apollo, vous avez une doc qui est assez bien fournie. Vous avez vu depuis le départ, on a regardé vraiment que deux sources, à une ou deux exceptions près, c'est la doc d'Apollo et le blog Medium d'Apollo. Donc vous voyez, par rapport aux contenus qui sont produits directement par Apollo, vous pouvez déjà quasiment tout faire. Donc ici, il explique un peu la différence, parce que très souvent les gens confondent. Authentication is determining whether a user is logged or not. Ce que je pourrais dire moi, c'est plus que l'authentication, ou l'authentification en français, c'est quand on veut vérifier qu'un utilisateur prétend bien celui qu'il prétend être. Enfin, plutôt qu'il est bien celui qu'il prétend être, pardon. Et l'autorisation, c'est que l'utilisateur, une fois qu'il a été authentifié, il peut avoir accès à certaines couches. Dans notre API ici, rappelez-vous, on a get users, add users, update user, delete user. Ça, c'est des endpoints qu'on va réserver plutôt à un admin, en fait, quelqu'un qui va devoir aller faire du support et qui va devoir aller delete des users en base directement. Il va utiliser ces endpoints-là. Pour notre utilisateur, il utilisera d'autres endpoints. On aura un login, un logout, et on aura un sign in. On aura aussi un delete account, probablement. Donc, toute cette couche-là, c'est dans cette couche-là qu'aura accès l'utilisateur. Et typiquement, normalement, l'utilisateur lambda, il n'aura jamais accès à ces endpoints. Donc, il va falloir qu'on fasse deux choses. Il va falloir que d'une, on gère l'authentification, donc l'authentication en anglais, à savoir que ce qui est lié à ça, c'est de stocker un mot de passe chiffré, et que quand ce mot de passe nous est soumis en clair à l'API regarde le mot de passe chiffré, et avec une petite librairie, on va checker si c'est bien le bon mot de passe. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est que dans chacune de nos requêtes, on va récupérer un token, et ce token-là contient un utilisateur, qu'on pourra passer notamment, par exemple, dans notre contexte ici, et ici, je pourrais tranquillement aller checker que, je sais pas, je peux avoir un user, du coup. Je l'avais déjà un peu prévu, donc normalement, voilà, il attend qu'il y ait un user. Et je ferai un if user.role n'est pas admin, donc ce sera un truc un peu plus propre que ça. Alors, à ce moment-là, tu me returnes directement. Tu vas pas plus loin dans la fonction. Tu return nul. Comme ça permettra à ce que l'utilisateur lambda n'ait pas accès à celui-là. Vous imaginez si un utilisateur lambda il récupère un ID d'un autre utilisateur, il se met à rejouer des requêtes, bon on va être embêté quoi. C'est des attaques qui existent et qui sont pratiquées des fois. Donc nous on mettra une couche ici qui c'est elle, du coup est la couche d'autorisation. Donc elles sont intimement liées finalement ces deux-là. Quand on regarde la doc ici, ils nous disent mettez les infos de l'utilisateur dans le contexte. Donc en gros, récupérez le token, regardez s'il y a un user qui existe correspondant, et si oui, alors le token c'est vous qui l'aurez envoyé au serveur, au client, le client vous le renvoie, et du coup dedans, vous allez être capable du coup de voir quel utilisateur c'est, et de retourner un utilisateur que vous allez mettre dans le contexte. C'est des sujets qu'il faudrait bosser à part. Donc si jamais c'est des choses que vous connaissez pas, il y a tout un tas de tutos sur internet. Mettez en pause la vidéo et revenez dessus après. Si vous avez des questions, vous pensez que c'est un sujet intéressant sur lequel on pourrait faire un live, un tuto, une vidéo, ce que vous voulez, vous avez juste à le demander. Ok.
Donc là, la première chose que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas géré, c'est que ici, au moment où on crée un user, aussi dans le moment sûrement où on update un user, euh, on ne génère pas de mot de passe crypté. Alors moi j'en ai généré un tout à l'heure pour le coup, dans le premier live, donc si on regarde la l'API on l'aura encore, hop. Donc vous voyez si je redemande pour mes utilisateurs on renvoie tous les passewords, il me renvoie des trucs que j'avais passés en clair, et là j'ai un truc un peu chiffré. Et là c'est intéressant. À noter qu'il y a un courant qui commence à nous dire que ça c'est un peu obsolète, que c'est pas forcément ultra safe. Je vous laisserai diguer, mais je me rappelle pas, on peut regarder vite Zef. Magic password passwordless. Voilà, je crois que c'est ce truc là. Je vous invite à diguer sur ça. C'est vraiment assez différent. Cette fois-ci, en fait, la personne rentre son mail, c'est tout. On lui envoie un email, elle clique et elle accède à l'application comme ça. Donc ça, c'est notamment ce que recommande d'ailleurs Eric Elliott. Mais je me disais que il y a quand même beaucoup d'API qui fonctionnent encore avec des passwords, donc on va essayer quand même de rester collé un peu à ça. Mais n'hésitez pas à aller voir les solutions alternatives. C'en est une, il y en a d'autres. On pourrait aussi faire une vidéo sur ça, ce serait hyper intéressant. Ok. Donc, moi, ce que je vais arriver, c'est pouvoir envoyer des mots de passe cryptés. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on crée un utilisateur, on va créer un password. Enfin, on va créer une const password. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire user.password. Et là, on va lui faire une fonction de hash en lui passant user.password. En fait, il va transformer le mot de passe d'un truc comme ça à un truc comme ça. Pour ça, la lib qu'on va utiliser s'appelle bcrypt. Donc, du coup, ici, on va utiliser bcrypt pour hacher notre mot de passe. Alors, sans rentrer dans le détail, ici, on va utiliser la fonction hash. On va passer le password et un nombre de rounds, de salt rounds. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va ajouter des rounds, plus il va computer un hash qui sera difficile à déchiffrer. Mais plus ça prend du temps. Donc, en général, moi, j'ai vu souvent utiliser 10, mais je suis pas un expert de ce domaine-là. Et si vous utilisez 40 ou plus, vous allez faire presque un timeout parce que le temps que ce soit resolve, la requête sera passée, votre navigateur n'aura pas compris. Du coup, on va mettre 10 ici. Donc si je reviens, je vais importer bcrypt que j'avais déjà installé tout à l'heure. Vous voyez, il est déjà prêt ici. Et du coup, on va passer user.password et 10. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit... Ouais, ça renvoie une promise. Donc on fait un await. Et du coup, ici, je vais avoir un mot de passe chiffré. Alors, quand on va vouloir modifier un utilisateur, je sais plus ce que j'avais mis dans ma query. Update user input. Donc voilà, il pourra passer un peu ce qu'il veut. Et il n'y aura pas forcément tout. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est que si user.rs.password existe, donc si on me renvoie un nouveau password, quand on veut changer le password, alors à ce moment-là, je vais devoir le encrypter aussi. Je vais faire user password est égal à user rest. Est égal à hash.user rest.password de 10 et un await bien évidemment. Donc vous voyez, je l'avais dit hier, on avait des fonctions hyper simples. Là, il faudra qu'on rajoute des choses dans nos tests. C'est-à-dire que là, on va bien checker qu'on appelle
hash à chaque création. Ici, on verra si dans user.rest.password, j'ai vraiment un payload avec un password, que je rehash bien le password. Parce que les données qui vont être passées ici, c'est des données qui seront en clair. En général. Et puis bah, c'est tout. Déjà, c'est la première chose. À ce niveau-là, on peut peut-être aller voir dans nos tests. On le fera peut-être à la fin. On le fera peut-être à la fin, ça, ou peut-être au début de la prochaine vidéo. Donc ça, c'est bon, j'ai utilisé Bluecrypt. Maintenant, on peut se repencher peut-être un peu sur le contexte. En fait, j'ai parlé trop vite, mais on va faire les tests maintenant. Parce que ça va nous permettre de commit. Du coup, ici, je vais être capable de dire avec Jest, de lui dire il faut que tu moques la fonction. Donc ici, je peux lui faire un jest.mock de bcrypt en lui disant, en retournant un objet dans lequel il y a une fonction hash qui va être une jest.fn. Et du coup, nous, quand on va en fait importer ici hash de bcrypt, normalement, ce sera le mock qu'on récupère. Donc, ce qui va être cool, c'est qu'on va pouvoir checker que c'est bien appelé. Donc là, on avait nos queries, et nous, c'est dans nos mutations. Donc là, on va passer un password. Donc on pourrait vérifier ça de plusieurs façons. Je vous le disais, il y a une façon qui est un peu plus intelligente qu'une autre. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire un expect que hash to have been called with, et comme j'ai le mot de passe, je serais normalement capable de lui dire. Et je sais aussi à peu près ce que j'ai envie en termes de ransom. Normalement, je l'ai rentré ailleurs. Donc là, je vais pouvoir dire user.password. Je ne sais pas si c'est par un tableau qu'il faut que je lui passe, avec le premier argument et le deuxième. J'ai un petit doute. On va le voir tout de suite. Donc là, on va couper le serveur. OK. Et on va faire un yarn test. Le but, c'est de refaire passer un peu nos tests unitaires pour voir si du coup là mon test passe. Si ça passe pas, on essaie de fixer. Alors, password undefined. Alors... Non, c'est sur quelle ligne en fait qu'il est pas content. Update user. Alors oui, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait il y a un petit changement. Il faut qu'ici dans ma fonction je fasse quelque chose en fait dans mon mock. Sinon ça fonctionne pas quoi. Du coup il faut que je lui dise que par exemple il va return la première value aussi. Ça peut très bien être ça. Parce qu'il faudrait passer le test. Hop là. Ok. Donc là, voilà, bon, c'est un tableau et en fait, received, il faut mettre ça. C'est pas très grave. Hein. Donc, on teste. Tac, c'est pas un tableau, c'est juste ça. Normalement, les tests devraient passer. Hop. Nice. Et on l'a fait aussi sur le update user. C'est à peu près la même chose.
peut peut-être faire un truc que j'ai pas fait. Describe, queries, describe. Et là, on peut faire un after each pour une fonction et lui dire tu me fais un jest.mock. Non, je crois que ça va. Sinon, c'est clear all mocks. Hop là. Tac, tac, tac. Ok, update user. Donc là, je peux checker, je peux faire un expect que hash should have been called with. Hop, hop. Donc le premier argument, ça va être user.password et le deuxième 10. Et là, on a une petite spécificité, c'est qu'il va falloir aussi tester. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ça risquait pas de marcher, j'ai dû copier-coller la mauvaise ligne. Allez, hop, on est bon. Ok. Nice. Mais nous, on a un cas. It user and hash. Donc là, on va faire it. Est-ce qu'il y a un truc qui fait un peu du bruit? Ok. Donc it should. Ah, ok. It update user mutation should call hash should not call hash if password if not in payload. Ça va nous permettre de voir si on passe pas un payload complet, d'ailleurs qu'est-ce qui se passe. Pour l'update, c'est censé marcher de la sorte en fait. Donc ça va être intéressant de regarder ça. On va faire un await de mutate qui va prendre ici une mutation. Donc GQL. Hop, super. Mutation update user user type user de petit user input obligatoire et qui va faire un update user c'est ça et il va nous retourner l'ID. Ok. Sauf que ici, ce qu'on va faire, c'est que dans nos variables, on va mettre un utilisateur où ce qu'on va juste changer, ça va être le first name. On va mettre Toto. Et du coup, ici, je vais attendre la même chose à ceci près. Point note. Qu'est-ce qu'il nous dit? Not call hash if password not on payload. Ah oui. Donc là, on va mettre une const ici partial user.
partial user. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'ID quand même? Ah oui, je pense qu'il me faut l'ID. Ok. Where ID is... Ah oui, c'est vrai qu'il faut dissocier, je vais oublier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pas comme on l'avait fait là-bas. Partial user, ID. Hop. Là, ID et partial user. Là, ça devrait marcher. Nice. Je pense qu'on n'a pas besoin de mettre ça. On peut faire ça comme ça. Je vérifie qu'il n'a pas été cool. L'important dans le test, c'est de tester ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc je faisais tout ça pour pouvoir commit bien proprement. Donc là, on va faire un git status, git add, et git commit. Donc on va mettre add password to on test. Hop, et là, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le projet, je mettrai le lien du GitHub dans la description. Ok. Pendant que ça c'est fait, on peut se pencher sur le contexte. Donc ici, normalement, on retournait juste la DB Prisma. Maintenant, je pense qu'on devrait faire un peu différemment. On devrait retourner toujours DB que Prisma. Ça change rien. La seule chose, c'est que maintenant, on va essayer de récupérer des informations. Et une des choses qu'on est capable de récupérer, c'est la requête. Si on regarde bien la doc, ici, on récupère un objet, et dans l'objet, il y a la request. Voilà. Pareil, il faudra essayer de voir si on n'a pas moyen de typer tout ça. Je sais pas si object ça fonctionne ici. Ouais. En fait, si on regarde un petit peu comment les choses sont faites, on a rec.headers.authorization. Pour pas freiner le tuto, on va continuer. Moi, je regarderai après le tuto comment on pourrait typer ce truc-là. Pour l'instant, on va laisser en type any, qui va nous permettre de coder la business, la logique sans se prendre la tête. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker si rec .headers. Comment il le fait lui? C'est rec.headers.authorization. Headers.authorization. Voilà. On va checker si j'ai une valeur sur ça. Franchement, j'ai envie de vous dire que la façon dont ils font les choses n'est pas forcément dégoûtante. Ok. Et là, c'est là où il va y avoir un truc qui va être assez drôle, c'est que notre token, pour l'instant, on ne sait pas trop comment le décoder. On a juste une petite idée vague de... On veut un token, et on veut générer un token, etc. Du coup, pour l'instant, notre token, on ne saurait pas trop quoi en faire. Et d'ailleurs, une fois qu'on l'aurait, on pourra le passer à une méthode qui me permettra de récupérer le user. Donc on pourra avoir ici,
une fonction getUser qui prendra en paramètre un token qui retournerait un objet. On mettra ce que c'est comme objet après. Voilà, et cet objet, ça va être l'utilisateur. Et là, pour pas le faire bugger, on va mettre token. Okay. Donc là, on va coder par la suite cette fonction. On peut mettre le type string. On va coder par la suite du coup cette fonction vraiment sur ce qu'elle serait censée faire. Mais en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire user getUser le token. Donc ça, si on a passé un token, bon, on retournera directement l'utilisateur. Et donc dans nos endpoints, on pourra faire tout notre boulot. Mais là, pour l'instant, nos endpoints, en fait, où on va retourner un token, ils n'existent même pas. Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Et avant de faire ça, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Il faudrait créer un nouveau fichier ici. Donc, new folder, on va appeler ça hot. On va dedans faire un file qu'on va appeler index.js. .ts. Super. Et dedans, on va retrouver deux choses, nos schémas et nos résolveurs. Donc en fait, on va importer GQL from Apollo Server. Est-ce que c'est d'Apollo Server que je le fais d'habitude ou pas? Ah non, tu ne m'as pas mis dans le bon endroit. Ah si. Ah non. On n'a vraiment pas mis au bon endroit. Ouais. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Tac, dans mon index ici. Donc ceci c'est Apollo Server. Et du coup on va utiliser, on va créer nos user type def, on va faire nos autres type def. Donc const auth type def. Super. Il nous dit quoi ici? Type. Peut-être qu'il faut faire ça un peu. Donc là, en gros, là, ce qu'on va essayer de créer, du coup, c'est les requêtes qu'on peut passer. Donc, je pense qu'on va avoir quelque chose qui extend the query. Comme on avait fait dans l'autre, parce que je n'avais pas souvent fait. Extend type query. Ok. Extend type query. Notre query, ça va être la première. Ça va être sign in. En fait, sign in, elle prendra un certain input que j'ai appelé sign in input, qui sera obligatoire. Et ce qu'elle retournera, ce sera ce que je vais appeler un sign in output. Je n'ai pas d'autres pour l'instant, d'autres façons de faire ou de dire. Paf. Ok. Hop là. Du coup, je vais créer ces inputs là. Je vais avoir un input sign in input. Ah, je crois que les inputs ils prennent peut-être des majuscules. Ouais. Et oui, d'ailleurs. C'est comme ça que ça se fait. Ouais. Et du coup, sign in input, sign in output. Alors du coup, bah, moi j'aurais dit que notre sign in input,
ça va être par rapport au champ que j'ai dans user, first name, last name, email, password. On va dire que c'est email et password. On va pas révolutionner le truc aujourd'hui, les copains. Hop. Et d'ailleurs, j'ai mis input. Mais ça, c'est un type en fait. Donc là, je vais avoir un type. Hop. Dans lequel je vais retourner un user et un token. C'est là où c'est intéressant. C'est que normalement, moi je serais censé pouvoir retourner tout ça. Donc, normalement, si je fais user, il est censé capter et token de type string. Donc quand tu vas retourner à l'utilisateur, tu retourneras son user et son token. Et sign in, est-ce que c'est une query ou une mutation? Ça, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est une mutation. Grand débat. D'ailleurs, là, ils en parlent pas vraiment. Ils parlent de l'autorisation, mais pas de l'authentication, en fait. Moi, j'aurais dit que c'est une mutation. Puis on verra un peu plus tard si ça nous fait défaut. Si vous pensez que c'est autre chose, je pense que c'est une mutation. Ouais, j'aurais mis dans les mutations. Je pense que c'est sujet à débat. Tac tac, je regarde à combien de temps on en est déjà. Ouais, on a encore du temps. Sign up output, sign in. Ça c'est pas mal. Du coup, on peut faire une const auth resolvers. Alors, est-ce que c'est pas une fonction qui retourne user resolver? Non, c'est un truc. Dedans, j'ai query mutation. Ok. Mutation. 2 points. Et dedans, je vais avoir sign in. Et ça, vous allez voir qu'on va sûrement répéter un peu de code avec user. Donc il y aura moyen après de faire une petite refactor. On fera ça dans une prochaine vidéo, je pense. Donc là, j'ai mon sign in. Qui va être une fonction asynchrone. Qui va prendre parents, arg, contexte. Et voilà. Donc on avait déjà un type parent. Est-ce que si je fais une autocomplétion, il va aller me le chercher? Paf. Pour les args, on avait dit qu'il fallait définir quelque chose un peu maison. Donc après on les mettra dans un type, pour l'instant on va les laisser ici. Interface sign in, pour prendre la même terminologie qu'on a mis dans les types GraphQL. Avec un email de type string et un password de type string. Et hop, non, c'est comme ça, et ça n'existe pas. Donc là, elle n'est pas utilisée, donc là, on est capable de dire ça. Et normalement, contexte, il y a un truc qui doit s'appeler iContext. Est-ce que ça a importé? Trop fort. Ok, là, si on veut être un peu ISO, on demande des choses, c'est de faire ça. Ok. Donc ici, pas question de récupérer le user. Techniquement ici, le user n'a pas de façon, donc on va récupérer DB parce qu'on va en avoir besoin. Là, je vais récupérer. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas de validation à faire. On l'avait vu depuis le départ. C'est assez cool sur ça.
On va récupérer de nos args l'email et le password. Ok. En fait, je suis en train de me dire qu'en fait, avant de faire ça, je devrais faire arg.password est égal à h, importer de bcrypt automatiquement, merci IDE, de args.password avec 10. Oui, on est en train de commencer à répéter des choses. C'est là où c'est pas génial en fait. Un await. Du coup ici je me retrouve avec mes données comme j'en ai envie. Et donc ici, normalement je fais un return. C'est pas exactement ce que je vais faire. J'ai mon mail, mon password. Alors pour l'instant on n'a mis que ça, du coup on va pas renvoyer un full user. Mais je pense que on va utiliser un autre paquet qui s'appelle JWT, JSON Web Token. Hop, je pense que ça va être le JSON Web Token. C'est connu comme le loup blanc. Hop, et là. Tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce truc-là, on a plusieurs. Donc, il y a assign. Je vais avoir une private key que je vais stocker. Je peux lui préciser un algo. Bon, j'ai juste tendance à mettre la clé. Et dans les options ici, je dis que ça expire dans 30 jours. Puis c'est tout. D'ailleurs, du coup, on verra. Ça peut être intéressant de mettre tout ça dans un point env. Notamment un package qui s'appelle .env. On va aussi pouvoir l'installer. Donc, je sais pas avec TypeScript ce que ça donne d'ailleurs. Je sais pas s'il y a un binding ou pas. D'abord, on va la mettre en dur, puis après, on verra dans un prochain tuto. Je la ferai de mon côté. C'est juste histoire de la mettre à part. Vous allez voir qu'une des pratiques, on reviendra après sur ça, c'est d'éviter que les variables d'environnement soient codées un peu à l'arrache quelque part. C'est plutôt quand vous allez déployer sur le code sur votre machine distante. Vous allez setter toutes ces valeurs-là dans un point env avant de lancer le serveur. Et comme ça, si vous partagez le code, personne n'a accès à vos données. Donc on va installer JSON Web Token. Donc on va faire un yarn add JSON Web Token. Ok. Et non, je peux le mettre directement là. Je peux essayer un ça. JSON Web Token. Super. Là, j'ai bien récupéré le bon truc TypeScript. Et du coup, la méthode qu'on va utiliser, elle va s'appeler sign. Donc voilà, auto-import sur Crypto. On va utiliser de JSON Web Token, vous voyez. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il va prendre en paramètres? Il va prendre d'abord le payload. Donc ici, techniquement, c'est args. Ensuite, tu vas avoir une clé secrète. Cette clé secrète, on va la mettre pour l'instant ici. Et on va l'exporter, parce qu'on aura peut-être besoin ailleurs, j'imagine. C'est vraiment pas une bonne pratique, on fait juste ça pour avancer dans le tuto. Et après, quand on repassera sur le code, on fera un clean plus tard. Salut les copains. Et donc dans les args ici, qu'est-ce qu'il me demande? Ensuite, il me demande la secret key. Yes. Et ensuite, là, je peux lui mettre un expires in. Du coup, je peux lui mettre 30 days, dans 30 jours.
Euh, de mémoire, je pense que c'est une fonction synchrone, const. Et c'est pas quelque chose que normalement le token, c'est pas quelque chose qu'on stocke. Donc en fait, comment j'aimerais bien faire les choses ici, j'aimerais bien faire un return d'un objet token en fait qui aurait ça et un autre user. Et c'est là où peut-être vous allez devenir agressif avec moi, vous aurez peut-être raison. C'est est-ce que j'attends Ouais, je pense qu'en fait je devrais le faire comme ça. Je devrais faire ça et ça. Je devrais faire un const user est égal à await de db.createUser qui va prendre la data, donc à savoir art. Ça peut être intéressant. Parce que quand nous on a dit qu'on voulait un user, on a dit qu'on pouvait passer tout. Alors là on est peut-être à une étape où en fait on n'a pas toutes les informations. Hop et hop. Et là il nous dit quoi? Is not accessible a user create input. Is missing the following property first name, last name, genre. Et on va devoir peut-être un peu du coup modifier les choses parce qu'ici ce qu'on veut quand tu fais une première création, c'est peut-être pas d'avoir tous les champs. Bah oui, on veut que la personne se crée, ensuite on crée le compte et on lui propose tout de suite sur une deuxième page, on lui renvoie son token. Et là d'avoir le temps de remplir les informations, mais nous on a déjà fait la sauvegarde du compte. Ça peut être une façon de faire. Et ça permet que la première inscription se fasse le plus vite possible. Donc là si je sauvegarde, qu'est-ce qu'il me dit? Alors oui, en fait il y a un truc, c'est que ici j'ai fait ma petite modif au niveau de mes types. Voilà, en fait il n'y a que l'ID qui est pas quelque chose que je peux passer optionnellement. Et c'est là où c'est un peu complexe. Donc techniquement je vais mettre ça, mais je peux pas. Et du coup, et lui il me dit que c'est quel type? User create input. Et oui, ça c'est un rapport en fait avec Prisma. Il va falloir sûrement modifier des choses. Parce que nous, techniquement, dans ma base, à un moment donné, je peux avoir des données partielles. Ou alors, il faut rendre tout obligatoire à l'inscription. Peut-être qu'on peut faire ça, c'est pour gagner un peu de temps. Mais ça veut dire qu'on est vachement plus limité. Côté rapidité, quoi. Donc là, ce serait l'email, le password, le first name, le last name, string et le genre qui est de type c'est un enum, on va mettre string aussi pour faciliter un peu la life. Un peu n'importe quoi là, désolé. Ok. Et là, il va me dire quoi? Toujours là, genre de type genre. Est-ce que je l'avais décrit ce type-là? En fait, il faut que je mette mail. Bon, j'irai le rechercher après, enfin une repasse sur le typage. Donc là, c'est cool. Finalement, ça, j'en ai pas besoin comme ça. Du coup, il faudra bien renseigner l'email, le password, de first name, le last name et le genre. On se créera bien sûr un enum. Je suis
Je pense qu'on l'a déjà ici, donc vous voyez, il y a des choses qui vont se répéter entre ces deux-là. Il va falloir être intelligent dans la façon dont on découpe le code, mais on fera le clean après. Ok, sympa. Donc pour récapituler, ici, j'ai bien mon mot de passe qui va être haché. Je sauvegarde le user en base, et ensuite, une fois qu'il est sauvegardé, je retourne cet utilisateur-là, notamment parce que j'aurai l'ID qui va être récupéré. Du coup, c'est ça qui est important, parce que je l'aurais pas eu sinon. Et j'aurai un token. Et ce token-là, c'est exactement le token que je récupérerai ici. Ce qui fait que sans même aller tester la fonction pour faire attendre personne, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra créer une fonction getUser comme vous l'avez vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction getUser? Elle va regarder s'il y a un token, déjà. Est-ce que c'est pas nul? Ok. Donc, on va faire ça pour l'instant. Hop. Si j'ai un token, alors on va faire un return de JWT. Alors attendez, hop, je pense que c'est verify de mémoire. Yes. Et dans verify là, on va avoir notre token. Ok. Notre clé secrète. Donc là, je vais importer de haute. Donc c'est secret qui. Est-ce qu'il va réussir à me la réimporter tout seul? Génial. Et là, il me dit effectivement ça, verify, qu'est-ce que ça retourne? Ça retourne un buffer, nul, machin, une string, ou nul, ou undefined. Je pense qu'on va devoir faire string, ou nul, ou undefined. Ou sinon, je retourne nul ici. Oh, il n'est pas content, a priori. Ah bon? Verify. Ah, mais c'est pas le bon verify. Utilise un autre token. Et donc verify. Ce verify là, qu'est-ce qu'il retourne? Une string ou un objet? Une string nul ou un objet. Et voilà. Et du coup, ce qui va se passer ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, user en fait. Ici, ce que lui va retourner, potentiellement, ça peut être nul. Donc en fait, la même signature que j'ai là, il faut que je l'ai ici. Pareil, ça, on va pouvoir le cleaner. C'est des choses qu'on a en commun. Donc on fera un clean de tout ça ensuite. Nice, ok. Donc par la suite, ce qui va être intéressant de voir, peut-être qu'on s'arrêtera aujourd'hui sur ça. Je vais regarder à combien de minutes on a, mais je pense que ce sera pas mal. 41, ouais, le temps peut-être qu'on fasse quelques tests. Je pense qu'on sera bien chargé. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on pense à tester le contexte. C'est une fonction qui retourne des choses, donc il y aurait peut-être un intérêt à tester. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai notre nouvelle endpoint. Secret key, salut copain, ok. C'est un petit peu moche pour l'instant. Export. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est est-ce que si je fais resolver et typedef, ça fonctionne. Import. Auth. Ce qu'on peut peut-être faire, tiens, comme il y a des gens incroyables. Paf. Ouais, je crois que merger autant d'objets qu'on veut, ça va pas être possible. On va commencer à avoir des soucis avec ça. On va regarder, on va diguer, ça va être intéressant.
Just did not choose object. Object assign, ça va écraser. L'otage il fait pas. On a doc juste là. Donc, object source. Tac, tac, tac. Est-ce que ça fonctionnerait pas? Jamais utilisé. Problème 2. Est-ce que ça marcherait pas? On va vite le voir. Pour les type def, c'est pas très compliqué. Pause, type def. Ok. On va peut-être y revenir, donc ça sert à rien de le fermer. Ce qu'il nous dit. Extend, oui, j'ai refait la même bêtise que la dernière fois. Extend. Ouais. Je pense que je vais aller faire pendant tout le. Ok, donc j'ai un souci avec le fait de. Alors je me rappelle plus au niveau de l'organisation du code. Paf, si je faisais Apollo Server. Merde, c'est bien aussi de retourner. Ah ouais, c'est pas con. Ouais. Ah, c'est pas. Non plus d'AMI, c'est ce truc-là, ce merge. En fait, ça, j'ai l'impression que ça n'a jamais été testé, ce truc-là, parce que. Oui, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu embêtant. Ici, vous voyez, bon, typiquement dans le cadre quelque chose qui va pas fonctionner. Personne ne lui a dit. Bon. C'est normal que ça marche pas. Ouais, ça marchera par contre. C'est comme ça que je vais devoir le faire. C'est comme ça que je vais devoir le faire. Donc en gros, ce qu'on va faire. Tac, tac. Oh, mais là j'en ai que deux. Ah non, je pense que c'est ça. Donc en gros, je vais reprendre un objet dans lequel je vais reprendre query imitation. Ça, c'est ce que s'attend API GraphQL. Ensuite, derrière, je vais faire un object.assign. D'abord, je vais partir d'un objet vide. Ensuite, je vais faire user_list_resolver.query. Pardon. List_resolver.query. Os_resolvers.
J'en ai pas, j'ai que des mutations pour l'instant, c'est super. On évite une délimitation, c'est que ici, si tu nommes 2 fois ton résolveur avec le même nom, bah, le dernier écrasera le premier. Donc, mutation, list resolver. J'en ai pas de mutation non plus. Et du coup, osResolver.mutation. Voilà, et ça va marcher, ça va compiler. Ouais, mais j'ai sauvegardé depuis. Yes. Ok. Donc, vous voyez que ça prend quand même un peu de temps. Là, on va essayer d'écrire peut-être le test du sign-in. Et après, on testera si ça fonctionne la prochaine fois. Vous voyez, ça prend du temps de mettre en place tous ces trucs-là. Ça se fait pas comme ça. Je vois qu'il est déjà 48 minutes, moi. Je vais sûrement recouper des choses dans la vidéo, sachant que plus de 48 minutes parce que j'ai coupé la vidéo en deux. Ouais, tout ça pour dire que bah, ça prend du temps et que c'est bien de tester toutes ces couches-là, mais l'organisation des fichiers, tout ça c'est quelque chose qui a un coût en fait. C'est pour ça qu'il faut le pratiquer le plus souvent possible parce que ouais, même moi, je sais pas tout de suite les bons réflexes. Et qu'il faut se prendre le temps de se poser, surtout quand on est dans un cas comme ça où j'ai des endpoints qui exposent des utilisateurs et j'ai l'authentification d'un autre côté. On pourrait croire que c'est la même chose, mais en fait, ça n'est pas du tout. Ok, du coup, dans Auth, on va se faire un new file index.test.ts. On va se faire un describe de auth module. Et dedans, on va faire un petit describe de mutation. Mutation, ça. Hop là. Et dedans, on va mettre it sign in mutation should. Ouais, de devoir appeler pas should call. D'abord, on va mettre db.create user. Pardon, create user hash and sign, je pense. Et c'est là on va devoir moquer tout un tas de choses. Autant pour les mutations que pour n'importe quel autre. Alors, on avait créé tout un tas d'helpers. On va essayer de les réutiliser. Ce type-là, je sais pas pourquoi je l'ai importé, ça ne sert pas. Je vais avoir besoin de ça, de ça. Hop. Ça, c'était des helpers qu'on s'était créés nous-mêmes en fait. Et ensuite, je vais avoir besoin de ça. Tac. Et hop. Sauf qu'ici, mon DB, je vais juste mettre create user parce que pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose d'autre. Quand vous entendez mon fils peut-être qui crie derrière, ça veut dire que je vais devoir sûrement vous laisser. Hop. Ok. Et donc j'ai pas besoin du query pour l'instant, mais simplement du mutate. Ok. Donc là je vais faire un await de mutate de mutation de point GQL. Hop. Tac tac. Hop là. De mutation sign in. Qui prend en paramètre un user de type sign in
input qui va faire un sign in qui va prendre en input. En fait, j'aurais dû appeler input, c'est plus simple. Hop. Donc il va retourner un token et un user. Ça pourrait être intéressant de regarder que le token est retourné quand même ici. Même si on fait confiance, je pense que ça pourrait être intéressant. Parce que c'est un truc assez sensible. Moi j'aurais bien testé. Hop là, mutation, tac tac tac, et là, variables. Hop. Et voilà. Dans les variables, si je reprends ici, bah non, pas celui-là. Après là, on va se le mettre à côté, c'est plus simple pour réfléchir. Ouais, du coup, bon, je vais devoir vous laisser, le devoir m'appelle. Je vais reprendre cette vidéo un peu plus tard dans la soirée, puis je ferai le montage. C'est pas une journée assez simple aujourd'hui pour réussir à vous montrer ce que je veux. Donc je vous laisse et à tout à l'heure. Yeah. Du coup, aujourd'hui, je reprends. Du coup, j'ai pas pu finir pour d'autres raisons encore hier. Donc j'essaie de reprendre, de finaliser le test. En fait, là, ce qu'on essaie, c'est juste de tester notre endpoint. Puis on a dit qu'on fera un autre épisode pour continuer à travailler sur ce sujet-là. Salut à tous. Du coup, on va essayer de... Donc, nouvelle coupe, nouveau vêtement. On va essayer de finir quand même ce qu'on avait commencé. Donc, en gros, ici, dans les variables, il faut que du coup, je récupère ce que j'avais appelé ici un sign input. Ça va être très simple. Hein. Je vais mettre dans mon input toutes les datas dont j'ai besoin, à savoir un email, toto@gmail.com et un password. J'ai plus le password, on s'en fiche. Donc là, ma mutation va opérer normalement. Et après, ce que moi je vais faire, c'est juste un expect de plusieurs choses. D'abord, on va essayer de regarder que db.createUser a bien été appelé. db.createUser have been called. Donc oui, en fait ici on peut déjà savoir avec quoi il va être appelé, mais on n'a pas vraiment encore le payload. Ici on a args, mais ouais, il faudrait pouvoir simuler hash. On va juste faire have been called, ça va rendre le test un peu plus simple. Et après on va voir comment on peut moquer hash, justement ça va être intéressant. Et ce qu'on pourra aussi checker, on pourrait faire un truc un peu comme ça. On peut, même si on regarde pas ce qu'il y a dans l'objet, on peut juste faire expect que res.user to be truthy. Et on peut expect aussi que res. Je crois que c'est le point data, alors peut-être point data point token to be true si. Donc c'est res.data. C'est bien ce qu'on récupère dans nos requêtes, hein. Si vous vous souvenez bien, on a toujours un user. Et après c'est la data qu'il y a dedans. Donc voilà, ça va être intéressant. Alors je sais pas dans un terminal si j'avais lancé des tests. Ce qui nous dit res.data to be true si object is possibly null or undefined. On va regarder comment on va tester ça. Juste voir si déjà notre
Notre appel DB il est bien appelé. Donc il me dit non, il me dit que ça n'a pas été appelé. Alors, password. Qu'est-ce qui se passe ici du coup? Ça va faire un console log de res pour essayer de voir du coup ce qui se passe. On va aussi inverser l'ordre des fenêtres. Hop. Ce sera plus simple. Oui. Du coup, il me dit ça n'a pas été appelé. Moi je voudrais quand même voir peut-être du résultat. Peut-être que justement on a l'erreur dans le résultat. Très souvent c'est ça. C'est comme ça qu'on débloque. Donc il nous dit field user of type user must have a selection of subfield. Did you mean user? Exactement. En fait là je peux pas lui dire je peux pas tout lui dire quoi. Et je pense qu'il y a d'autres choses parce que rappelez-vous finalement on s'était dit que alors moi je raccroche les wagons. A variable input of type singing input using position singing input. Ok. Total insult argument are required. Donc là on voit que c'est les codes en fait ici qui pètent. C'est drôle parce que j'ai l'impression que dans les arguments, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Si j'ai un input, comment je faisais dans les autres tests? Peut-être que c'est juste une façon de structurer l'objet en fait. Variable ID, directement ID. Bon, ce que j'ai fait, ça semble pas mauvais. Est-ce que j'aurais pas essayé de moquer? Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attaquer la partie mock, parce qu'en fait on veut pas vérifier qu'ici le mot de passe il est vraiment haché. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser jest.mock. On peut lui dire qu'il va moquer en fait bcrypt. Hop. Et du coup qui va retourner un objet. Donc j'aurai h qui va être une fonction moquée qui va retourner par exemple comme mot de passe crypté. Et normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer h de bcrypt. On va mettre ça ici, une question d'organisation, hop. Et on va aussi faire, on va d'abord checker en fait que h to have been called. Ok, est-ce que ça marche mieux? Parce que du coup, maintenant qu'on a moqué la fonction, payload is required. Payload is required. Est-ce que je me serais pas trompé sur la façon? Ok.
Qu'est-ce qui est vide du coup? Je comprends pas. Je vais essayer de voir moquer sign d'ailleurs. Ça peut aussi venir de là. Hop. Choose a mob token. Non, moquer. Alors je pourrais aussi moquer au niveau de l'application. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Token. Ça va retourner un objet dans lequel j'aurai sign. Qui va être une chez Stéphane aussi. Je vais retourner un truc qui s'appellera token fiche. Et du coup, si je fais dans l'ordre, tac, tac, tac. Donc là, j'aurai un sign qui devrait être appelé. Pardon. J'ai sauvegardé depuis, cher ami. Errors undefined data. Token user nul. Nous, ce qu'on veut juste vérifier, c'est que j'ai bien res.data.machin. Normalement, je sais que là, il va crier. Le test, il devrait passer. Ouais. Si je tape l'erreur TypeScript, ce qui ne me donne pas... C'est pas supprimer que je voudrais, c'est comprendre quel est du coup le... Ouais, c'est un petit peu normal en fait ce qu'il me dit là, mais potentiellement nul ou undefined parce que mutate il peut retourner undefined ou nul. Ça c'est drôle parce que le langage il me dit attention, tu utilises un truc qui peut être nul, puis nous on va checker qu'il est pas nul justement. Est-ce que ça marcherait pas? Oh. Ouais, a priori ça marche. Data.token. Voilà. Chaining operator qui fait son boulot en fait. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh ben non. Ah oui. Ouais. Alors en vrai, ici, pour le create user, il faudrait que je retourne un objet avec name Tony. Parce que sinon ça va être à false en fait. Et voilà, des fois il faut moquer un faux comportement, mais nous on sait très bien que c'est ce qu'on veut. Et pour true aussi, c'est... Bah non, c'est pas normal ça. Ah oui, mais comme en fait, peut-être qu'il attend pas le retour de la promise. Faire un await. Non, ça devrait marcher ça. Pourquoi ça fonctionne pas? Faire un console de res.data. Hop. Franchement, ce mode-là d'affichage, check.signin. C'est ça en fait.
J'ai du mal à comprendre comment c'est fait ce truc-là en fait. Comment l'objet data est structuré, pour moi c'est beaucoup... Ah bah si. Ok. Je sais pas pourquoi il m'affiche ça en fait. Si je fais... Je comprends pas pourquoi user est égal à nul. Si je fais un promise.resolve de name Tony. Ouais, franchement... Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer args. Je crée un objet. Je retourne un objet qui spread args. C'est peut-être plus simple. Email nul. Ouais, j'ai un gros problème là. Ok, toi, tu me saoules. Hop, et là, ce qu'on va faire, c'est que ça, on sait pas trop ce qui se passe ici en fait. Honnêtement, j'ai jamais été testé les choses. Là, c'est bon. Et c'est vraiment problématique ce truc-là. Ok. Donc là, en fait, on va faire ça. Ici. On va vérifier que du coup, ce token-là, c'est bien bon. C'est un truc que si on avait en JS, ce serait hyper pratique dans plein de cas, plutôt qu'à faire des if. Ok. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre vite fait pourquoi user, il est nul, alors qu'on retourne bien quelque chose. Dans notre mock, bon, du coup, c'est pas nul, hein, techniquement. Normalement, s'il lui passe args, args.password, et normalement, je devrais retrouver l'email. Mais lui, je crois qu'il a que le password et pas l'email. C'est drôle. Donc on pourrait tac, sign, h, il serait censé retourner xxx. Du moins, ce qu'on peut faire, c'est que on peut faire hop, promise.resolve. Bon, si tu mets un await, c'est ce que c'est censé faire, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Email nul, c'est vraiment étrange. Ce qu'on peut faire, je pense que, en fait, il y a une différence entre ce qu'il y a dans, ce que je pense qu'il y a dans args et ce qu'il y a vraiment dans args, en fait. On va juste regarder ça, je pense que ça va régler notre problème. Et je m'étais fait avoir sur un des tests. Ouais, en fait, dans args, il y a un point input. Forcément, c'est pas args qu'on lui passe. Et c'est ce qui change tout, en fait. Donc, en fait, ici, dans args, je peux déstructurer et récupérer input. Et voilà, et ici, bah, c'est mon input qui change, en fait. Puis là, normalement, je devrais avoir des données un peu plus cohérentes. Ce qui explique depuis le départ, does not exist hide sign input. Effectivement, en fait, tel que ça a été fait,
Donc lui il met tout dedans. En même temps, lui, tu lui dis que c'est ça. Donc ouais, non. Il faut juste changer et dire que j'ai un input ici. On verra si on garde ça. Je sais pas si c'est une très bonne idée. À un moment, au niveau de mes tests, je devrais avoir quelque chose de plus cohérent. Donc j'ai email Toto. Bon, pourquoi j'ai pas le password, ça reste un mystère. Puisqu'il est recetté. Tac. Donc, ok. Pardon, hop. Hop. Password XXX. Donc ça c'est ce que j'ai ici. Et dans le user qui me retourne ici, et que je récupère ici, je n'ai pas ça. Je n'ai que email.toto et j'ai pas mon password. Oh quel nul. C'est moi qui ai demandé du coup à GraphQL de m'envoyer la moitié des données. Bon. Du coup c'était normal que je retrouve pas les datas comme je les voulais. Mais du coup ça fonctionne bien. Hop et là. L'important c'est toujours d'arriver au bout. Tac. C'est pour ça que j'aime bien les lives, parce que ce côté un peu galère où tu te mets à creuser. Et ça c'est cool. Ok. Donc là on fait un test où finalement quand on regarde bien que notre handler il fait bien ce qu'on lui demande. Et de temps en temps je me dis que certains types de retours, quand ils sont un peu complexes comme ça, où on a un bout qui vient de là et un bout qui vient de l'autre, on devrait les checker. Une autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est tester les résultats de ces fonctions-là. Parce que, en fait, finalement, j'avais dit, ces fonctions-là, elles ont un ownership, elles sont testées déjà de leur côté. Donc, normalement, on n'a pas besoin de les retester. Ce qu'on teste juste, c'est qu'on les appelle bien, et que si on formate un objet, il est bien formaté de la bonne façon. C'est tout ce qu'on doit faire. Donc là, on va commencer à être bon, on va avoir notre token. Donc la prochaine fois, ce qu'on essaiera de faire, c'est de créer des scénarios où, en fait, j'essaie de créer un compte, je récupère un token, et j'essaie de les modifier en utilisateur. Et normalement, je devrais pas pouvoir le faire. Et on verra est-ce que depuis l'API, finalement, on ouvre un peu les choses de sorte à ce qu'on soit capable de créer un utilisateur en lui changeant son rôle, par exemple. À quel point moi j'ouvre cette possibilité-là. On essaiera de discuter un peu de tout ça. Bon, je vous remercie, je suis désolé. Vous avez vu, j'ai fait ça en plusieurs parties comme j'ai pu. Des fois, c'est pas toujours facile de trouver du temps. En tout cas, normalement, le week-end prochain, on continue. Et si c'est pas live parce que j'ai pas le réseau, bah on fera comme ça, j'enregistrerai et je diffuserai le soir après. Et si vous avez des questions, les commentaires sont là. Donc merci, à très vite.